Bonsoir à tous et bienvenue. Je porte fièrement ce t-shirt du PSG Club Montréal qu'on m'a envoyé il y a quelques mois. Un merci à eux. Et comme vous l'avez deviné, aujourd'hui, c'est le club de la capitale qui nous intéresse. Un sujet que je n'avais pas abordé depuis quelques mois, pensant avoir plus ou moins tout dit sur le PSG et également ne voulant pas spécialement recevoir des mots allant de va te poignarder le cul avec une saucisse ou tu es un gros fils de chacal puisque ma mère n'a pas les mœurs légères. Il est vrai que quand on parle du Paris Saint-Germain, il y a tendance rapidement à un déferlement de haine, ce qui explique notamment pourquoi beaucoup de journalistes utilisent la communication et la démagogie, c'est-à-dire dire ce que les fans ont envie d'entendre. Remarquez l'ironie, beaucoup, quasiment tous savent les méandres du PSG, mais il a fallu attendre une élimination pour qu'on voit des articles en disant « oui mais ça c'est pas normal, si c'est pas normal, etc. » Ce qui est très marrant puisque les derniers mois on les entendait pas sur ces sujets et même là, dans ce que je vois, je trouve ça assez réaliste. Première chose, est-ce qu'un match de foot peut s'équivaler à telle ou telle raison? Si on a perdu, c'est de la faute de ça. Bon, je pense que toujours c'est un peu plus global, il n'y a pas de science exacte dans le football, je m'explique. Pour moi, ce qu'on peut faire, c'est du travail en amont. Exemple. Tu vas recruter un joueur, tu vas te déplacer, tu vas le voir plusieurs fois dans différentes circonstances, tu vas aller à l'entraînement, voir son échauffement, parler avec sa femme, ses parents, etc. Tu vas récolter le plus d'informations possible sur son profil, qu'il soit technique, tactique, mais surtout psychologique, afin de savoir pour son adaptation, comment il est dans un groupe, etc. Donc en fait, toute cette masse d'informations, elle va te servir à quoi? Tu peux te planter, évidemment, puisque celui qui tente, celui qui entreprend, a toujours le risque de se tromper. C'est normal, il n'y a que celui qui ne fout rien qui n'a pas ce risque-là. Mais bon, peut-être qu'il rate sa vie, dans le même temps, enfin, c'est un autre débat. Bref. Donc, tu as, on va dire, cette barre de risque, tu vois, de, voilà, j'achète un joueur, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais plus tu as d'informations, plus ce risque diminue, parce que tu sais plus ou moins qui tu vas avoir à faire. Donc, évidemment, c'est pas garantie de réussite, néanmoins, c'est la garantie que si tu fais ton travail en amont, la part de risque diminue. C'est pareil dans la préparation d'un match. Il n'y a pas de préparation dite idéale. Regardez quelqu'un comme Verratti, comme à l'époque Sidney Govou, par exemple, ou Souleymane Diawara, surtout prendre l'exemple de Govou. Govou, tout le monde sait la vie qu'il menait. Est-ce que ça l'empêchait, à l'époque du Grand Lyon, d'être très performant en Ligue des Champions? Qu'importe de se prendre une bouteille de Jack Daniels et des Ferrero Rocher en mise au vert la veille de match. Non, le mec était ultra performant. Donc voilà, Verratti, c'est d'ailleurs pareil. Alors, évidemment, pour Verratti, il se posera la question, comme Ronaldinho, ça je l'ai posé, vers 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pourras continuer au très très haut niveau? C'est un autre débat. Et évidemment, l'hygiène de vie joue pour le long terme d'une carrière. Prenez l'exemple de Zanetti, Ronaldo, voilà. Mais la question se pose pas là aujourd'hui. Néanmoins, je trouve ça assez marrant parce que là on dit oui, ils ont pris ça à la légère, etc. Enfin, ça dépend. Hein. T'as des joueurs, ils te disent non, on n'a pas pris à la légère, d'autres oui. Enfin, c'est marrant ça aussi. Mais il n'y a pas de préparation dite idéale. Je veux dire, on peut pareil minimiser les risques d'échec, c'est-à-dire on se prépare, on travaille de manière intensive, on essaye de ne pas perdre de l'influx, on se concentre, mise au vert, on essaye de ne pas sortir 48 heures avant un match, tu vois, comme au match aller à Manchester ou Draxler avec un compagnon notamment de sélection, et il n'y avait pas que Draxler, il y en avait d'autres, se sont mis une caisse pas possible en boîte de nuit, ça fait qu'il y avait des cernes un peu le lundi matin en prenant l'avion à Manchester, mais vu qu'ils ont gagné, tout allait bien, préparation idéale, etc. Bon, ils ont fait pareil au retour, tous ces joueurs, mais imaginez qu'à l'aller, quelques heures avant de disputer le match, la plupart des joueurs étaient en train de réserver pour leur soirée du jeudi quand même. Hein. Tu vois l'essence des priorités de chacun, surtout quand il te reste plus que la Ligue des Champions à jouer dans une saison plutôt morose, puisqu'il n'y a pas de concurrence en Ligue 1. Bon, ça c'est encore autre chose. Bref. Mais malgré ça, ils ont gagné à l'aller en faisant plutôt un bon match collectif d'ailleurs, globalement. Donc, est-ce que ça veut dire que si tu ne sors pas 48 heures avant, enfin, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de vérité, ça n'existe pas. Et surtout, il y en a qui ont besoin aussi de sortir. Je pense qu'un mec comme Verratti, c'est une manière de se défouler ou X chose. Regardez Souleymane Diawara qui expliquait que justement, s'il n'avait pas s'il se déchargeait pas, on va dire, bah il avait du mal après. Donc bon, en basket, je peux prendre le même exemple avec un Américain qui a marqué le championnat de France à un moment, qui s'appelle Mark Sayers, qui était à Roanne et au Mans. C'est un mec qui avait ce style de vie-là, un peu moins alcoolisé quand même. Et bon, bah, il n'empêche pas d'être très performant. Bref. Donc en fait, moi ce que je veux dire, c'est on essaye de minimiser les risques potentiels. Et c'est vrai que en fait, le PSG, son problème, c'est que toute sa gestion sportive ne minimise aucun risque. Ça fait que, vu qu'il n'anticipe pas vraiment, voire même pas du tout, ça fait que la part de risque, elle est grande d'un jour te péter la gueule et que ça te revienne dessus. Alors évidemment, depuis que QSI a récupéré le club parisien, on peut voir d'immenses progrès. Vous allez me dire, c'est aussi normal vu les sommes investies qu'il récupère divers titres au niveau national. Je suis d'accord. Néanmoins, on est passé d'un club K1K qui certes représentait la ville de Paris à une marque internationale qui va évidemment de pair avec le projet Qatari, qui je le rappelle est avant tout un projet géopolitique et d'image. Pour avoir parlé récemment avec le docteur Mahfoud Affera,
qui est donc professeur à l'université d'Orak, qui a écrit divers ouvrages, notamment sur le football, sa géopolitique dans les sociétés du Moyen-Orient, notamment qatari. En fait, j'avais connu le docteur parce que je regarde des fois Al Jazeera en anglais pour voir un peu le point de vue qatari, notamment après la victoire en Coupe d'Asie du Qatar. Et je trouvais très intéressant son point de vue, donc on a beaucoup échangé. Et il m'a dit « The key in football is geopolitics ». Donc voilà le point de vue des têtes pensantes de Doha, géopolitique. Donc évidemment, le PSG est la meilleure ambassade du Qatar à l'étranger. Il a fait ce qu'aucune ambassade du Qatar a pu réaliser. Donc pour eux, c'est très important. Aujourd'hui, vous associez le PSG évidemment au Qatar, mais aussi c'est très glamour aujourd'hui. Tu regardes le nombre de stars qui viennent, de la marque avec Jordan. En même temps, ça participe donc, outre donner cette image au Qatar, qui aujourd'hui a une image beaucoup plus positive que l'Arabie Saoudite, quand même, qu'on regarde surtout avec les récents événements d'Arabie Saoudite. Évidemment, je ne vais pas rappeler la puissance du sport au niveau diplomatique. Je rappelle que le foot est le sport le plus médiatisé et le plus mondialisé. Plus de 1 habitant sur 2 avait regardé la dernière Coupe du Monde, au moins un match. Rendez-vous compte, plus de 3,5 milliards de personnes, c'est absolument colossal. On voit que le football fait partie de stratégies d'État et pas uniquement le Qatar. On peut le voir à la Chine qui essaye de développer le football, notamment au Xinjiang, là vous savez où il y a cette communauté musulmane, les Ouïghours, qui sont plus que brimés. On va être très gentil en disant brimés. Ou d'ailleurs ils ont sélectionné récemment en équipe nationale un Ouïghour qui est plutôt bon d'ailleurs. Ils commencent un peu à le mettre en scène pour un symbole de cette communauté. Et donc l'idée c'est de développer le football au Xinjiang afin de développer un sentiment pro-chinois chez la population ouïghour. Donc vous voyez à quel point le football est aussi un instrument politique. Donc évidemment, quand on pense au PSG, il faut toujours penser à ça. Et indépendamment donc de Jordan, de toute cette glamour, ce fashion qui en plus va de pair avec la ville de Paris quand même, qui est la ville de l'amour, qui est la ville de plein d'autres choses, même si des fois, à chaque fois que je rentre, je la trouve de plus en plus dégueulasse, c'est encore un autre débat. Il y a aussi la diversification des revenus nécessaires à la survie du Paris Saint-Germain, puisque comme tous les nouveaux riches au début, Paris a dû surpayer, comme Chelsea à l'époque l'a fait avec Abramovich, Manchester City, mais également parce que les joueurs devaient venir en Ligue 1, et vous vous rendez compte, la Ligue 1 c'est quand même pas très glamour, donc il va falloir un peu surpayer les mecs, ce qui est totalement logique au final. Donc aujourd'hui les clubs sont toujours gourmands, et vu que c'est Paris, comme si c'est Manchester City ou des clubs de Première Ligue, et ben les clubs vont réclamer plus d'argent, les joueurs aussi, ok, ça je comprends. Vu que les droits TV ne sont pas comparables à ceux de la Première Ligue et même de la Liga, donc le PSG souffre de ce manque de droits TV. Je rappelle qu'aujourd'hui la répartition des droits TV des revenus d'un club, c'est surtout les droits TV en 1, ensuite le merchandising, ensuite la billetterie, etc. Donc vu que tu n'es pas à niveau égal vis-à-vis des droits TV et que tu dois respecter le fair play financier, même si plus ou moins tous les clubs le transgressent, on a pu le voir avec la dernière saison des Football Leagues, tu dois donc diversifier tes revenus, devenir une marque internationale, t'établir sur plusieurs continents et tout. Et ça, ils le font admirablement bien, c'est notamment le boulot de Jean-Claude Blanc et toutes ses équipes. Donc il n'y a pas de souci, même si je mettrai un bémol sur la partie chinoise, on entend beaucoup parler, même si le football chinois est surtout le refuge des chimères et des illusions perdues. On le voit, et donc ils ont signé un partenariat avec l'agence marketing Desports pour 7 millions sur 3 ans, donc c'est-à-dire à peu près 20 millions pour le Paris Saint-Germain. Donc Desports peut exploiter la licence PSG en Chine. Donc il y a eu notamment diverses choses, un appel d'offres, et le PSG Park, donc, qui est un grand centre de foot, notamment des terrains d'Urban, et un centre commercial, dans un centre commercial avec une boutique a ouvert à Shanghai l'an passé. Maxwell y est allé avec Monsieur Allègre, qui est une personne importante du Paris Saint-Germain. Moins d'un an après, ça a fermé. Alors bon, c'est un gros souci parce qu'en plus, l'image de Paris en Chine, pour tous ceux qui sont allés en Chine, ils comprendront, c'est Paris, c'est incroyable. Ça a fermé au bout d'un an, ce qui pose beaucoup de questions aussi. D'ailleurs, j'attends de voir un peu cette nouvelle ici et là, parce que c'est quand même important. Ça te fait un peu d'argent, oui, mais avec qui tu essayes de développer ça, etc. Est-ce que vraiment Desports t'a apporté quelque chose en Chine? Bon, bref, il y aurait plein de choses à dire aussi là-dessus. Mais globalement, le travail est très très bon. Donc, ok, diversification des revenus, pas de problème, tu dois un peu respecter le FPF, ok. Tu fais venir un Neymar et Mbappé, donc c'est colossal, et c'est pas évident non plus de les amortir parce que tu ne vas pas très loin en Ligue des Champions, donc ça te prive de plusieurs dizaines de millions, ce qui est quand même terrible aussi pour les finances là-dessus, parce qu'on est tous d'accord évidemment que si le Qatar veut, le Qatar balance, mais bon, t'as quand même un minimum de règles à respecter. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'effectif s'est appauvri de manière considérable. De part, justement, tu as fait le choix de prendre Neymar et Mbappé. Et d'ailleurs, petite remarque au passage, on peut dire tout ce qu'on veut sur Neymar. Neymar, c'est lui qui porte le Paris Saint-Germain. Il a complètement assumé cette année, malgré un surpoids en début de saison, et d'ailleurs quand il est revenu en janvier. Mais quand le match était sérieux contre Liverpool au retour, c'est lui qui porte l'équipe. Et grâce à lui, au final, il enlève de la pression, notamment dans le jeu aux autres. Enfin bref, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un mec qui a toujours envie de gagner. Et je pense que le premier emmerdé par sa blessure, c'est lui. C'était une petite parenthèse. Parce qu'on dit beaucoup de conneries sur Neymar qui cette année ne fout absolument pas la merde. S'il y a vraiment un mec qui aujourd'hui cette année a pas foutu la merde, c'est bien Neymar, quoi. Donc voilà, c'était pour préciser. Donc, vu que tu as pris ces 2 jours-là,
tu vas le payer sur un banc qui est de plus en plus court. Et c'est là où on voit un peu l'ubuesque avec des politiques sportives qui ne sont pas logiques, puisqu'il y a quelques années, on entendait que le PSG va former des jeunes, etc. On veut des mecs de Paris, etc. Et tu fais venir par exemple quelqu'un comme Choupo-Moting cet été, je n'ai absolument rien contre lui, mais tu peux pas faire venir un mec à quasiment 30 ans qui joue à Stoke City pour prendre les minutes, admettons, d'un Weah ou je ne sais pas qui. Parce que bon, il va pas être titulaire, c'est pour faire des bouts de match. En fait, c'est pas cohérent. C'est soit tu dis, bah on veut faire un effectif complet parce qu'on veut gagner des champions, etc. Mais tu peux pas dire d'un côté, on veut jouer avec les jeunes, tatata, et prendre des joueurs dits de complément étrangers d'un certain âge. C'est pas très logique. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Et en fait, le véritable problème, c'est ce que j'expliquais il y a des mois, et en fait, ça rejoint là le fonctionnement du club et la philosophie de QSI, c'est qu'on a une direction bicéphale, c'est-à-dire que tu as celle qui compte à Doha et tu as l'autre qui est à Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nasser, on lui a quand même quitté quasiment tout pouvoir, il décide de pas grand-chose, il ne peut pas décider surtout, avec en plus un entourage très néfaste. Il faudra quand même le préciser, notamment monsieur Adel Aref qui est enfin parti du Paris Saint-Germain. C'était notamment une personne qui s'occupait du carré, qui avait fait notamment donc, le carré VIP au parc. Donc on disait Adel Aref il amène les stars. Oui, enfin avec le chéquier du Qatar et la possibilité de passer un week-end à Paris, vous admettez quand même que ce n'est pas le job le plus dur du monde. Et bon, ça ne l'a pas empêché de faire rentrer certaines relations à lui qui ont créé des dégâts dans le carré, ce qui est une énorme faute professionnelle. Je rappelle quand même qu'on parle d'une marque internationale comme le Paris Saint-Germain. On ne peut pas simplement ramener des personnes pour des relations, parce qu'on entretient des relations privilégiées avec eux. Sur plein d'autres domaines, il y a des mecs qui ont eu des grosses affaires comme ça. Bon, PSG, ça va, ça passe, parce qu'en fait, vu que tu as une direction bicéphale et qu'il n'y a personne, il n'y a pas de pilote dans l'avion, il n'y a même pas de copilote. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les décisions, les vraies décisions, on attend qu'elles viennent de Doha, notamment de l'émir, des gens autour de lui, etc. Je rappelle que le fonctionnement, un peu, c'est notamment la loyauté. Comme beaucoup de personnes riches, très riches, ils ont toujours peur de se faire avoir. Donc on parle d'un rapport de confiance. Nasser est là parce que c'est un homme de confiance et tout. Et Nasser, autour de lui, il y a des hommes dits de confiance. Enfin, des mecs, soi-disant loyaux. Et en fait, tout le club est gangréné comme ça. C'est-à-dire que vous avez des gens complètement incompétents, mais ils restent parce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui les tient, etc. Il y a même quelqu'un dans le club qui est cocaïnomane. J'ai rien contre les cocaïnomanes, mais quand ça affecte ton travail, si, quand même. Bah, on le garde alors qu'il a été. C'était prouvé qu'il a fait des fautes graves, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un en haut qui le tient un petit peu et qui peut le manipuler, etc. Et en fait, le PSG, c'est ça de bout en bout. À la formation, vous avez 2 ou 3 personnes pour le même poste. Donc la question c'est qui fait quoi? Regardez sur la politique sportive, vous avez votre entraîneur et votre directeur sportif qui ont essayé de se baiser mutuellement depuis des mois. Vous faites un fiasco cet été là-dessus en se disant, enfin on termine le recrutement les derniers jours. Pareil, probabilité de se casser la gueule. Est-ce que c'est pas mieux d'amener les joueurs avant pour qu'ils se préparent et qu'ils aient le temps de s'acclimater? Bah, peut-être. Alors même si on sait jamais, mais Bernat il arrête quasiment le dernier jour du mercato, ça fait longtemps qu'il a pas joué, direct on va le mettre contre Liverpool. Est-ce qu'on l'a mis dans les meilleures conditions? Tu vois, c'est tout ce genre de petits trucs là. Et tu te dis, bon, je sais pas, les deux ne se parlent pas, ça va pas du tout, mais qu'est-ce que tu fais? Tu refais pareil cet hiver, et t'arrives pareil, tu peux prendre Paredes en toute fin de mercato. What? Why? Je veux dire, c'est une faute professionnelle des mecs qui sont tout en haut au bout d'un moment. Je veux dire, en territoire, ça va pas du tout. Rendez-vous compte quand même que quand Antero Henrique essaye de faire Acosta, d'ailleurs, Tourelle pète un plomb, etc. et tout. En fait, Acosta, donc, c'est comme beaucoup, il est représenté par Pablo Sabag, et ensuite certains agents utilisent des intermédiaires pour les représenter en leur signant des mandats. Voilà, admettons, je signe un mandat à X pour me représenter pendant 2 semaines en Turquie, ramène-nous les offres de Turquie. Bon, en fait, c'est une anecdote assez savoureuse, mais en fait, Acosta avait été notamment proposé par Nice par l'intermédiaire de Gilles Favard. Oui, eh oui, les enfants, Gilles Favard. Donc, c'est-à-dire que quand il en parlait à l'équipe 21, oui, c'est sûr qu'il connaît le dossier puisqu'il était dedans. Donc je pense vraiment que si le dossier au PSG avait terminé, je pense que Paris aurait dû donner un billet à Gilles Favard. Je sais pas, son contrat, enfin voilà, s'il mandatait, s'il avait le mandat pour la France, c'était que pour Nice, etc. Mais connaissant un peu le bonhomme, je pense qu'il aurait demandé à récupérer un billet, tu vois. Donc pareil, Acosta, tu le fais fin fond du mercato, t'essayes d'avancer des pistes, mais c'est quoi la stratégie? Elle est complètement illisible. C'est pas pour ça que tu vas te planter ou que tu vas réussir, mais le pourcentage, il est beaucoup plus grand. Je pourrais compter 50 000 anecdotes en fait. Parce que d'un côté, vous avez Maxwell, personne ne sait ce qu'il fait à part essayer de mettre Mino Raiola, son agent historique, même dans les pattes de certains mineurs du PSG. Magnifique, très très classe. Donc qu'est-ce que fait Maxwell? On ne sait pas. Antero, il fait son truc de son côté. Tourelle, il fait son truc de son côté. Nasser, on lui a enlevé tout le pouvoir. Mais d'un autre côté, quand même, il a essayé de faire appeler des gens à lui pour qu'ils appellent directement des joueurs afin qu'ils arrivent. Il y a des mecs au Qatar, bon, ils sont proches de l'émir, donc il faut toujours trouver quelqu'un qui est plus ou moins proche de l'émir, parce qu'en plus, vous savez, famille royale, il y a beaucoup de princes, etc. Beaucoup de gens qui connaissent. Bref, c'est un bordel sans nom, avec aucune hiérarchie claire, parce que vous avez une direction bicéphale, et surtout, c'est le seul club, à mes yeux, qui fait comme ça. Mais pourquoi? Parce que c'est un club qui est détenu par un État, et donc ça correspond à autre chose. Mais le problème, c'est que c'est pas clair du tout. Et c'est pas clair du tout parce qu'on garde des gens, pas par compétence, mais parce qu'ils sont,
Puis bon, des bons petits soldats. Hein. C'est surtout l'intérêt personnel. Et quand vous lisez beaucoup d'articles dans la presse contre Antero Henrique, il faut savoir que la plupart sont diligentés directement par le club, notamment par M. Jean-Martial Ribes, qui est donc responsable de la communication. Il va falloir m'expliquer ce que c'est la communication du Paris Saint-Germain, puisque dès qu'il y a une défaite ou autre, on l'a vu, défaite à Liverpool en début de saison, vous avez Thiago Silva qui en met une à Antero Henrique. Oui, il faut demander à Antero pourquoi Marquinhos joue au milieu, il n'y a pas de 6. Et le lendemain, vous avez des gens du PSG qui ont appelé des journalistes afin que ça soit repris. Donc pour en mettre une à Antero. C'est comme la blague au club, oui, est-ce que tu parles le portugais, machin, machin. Donc en fait, ça me fait rire quand les gens disent oui, regardez les journalistes, tout va bien, c'est vous qui faites un complot. Non, c'est souvent dirigenté directement par des mecs du PSG, faut quand même vous le sachiez. On ne prépare jamais une communication de crise aussi au Paris Saint-Germain, on prépare jamais l'échec, genre si admettons qu'est-ce qui se passe, tu vois, au niveau de la communication tu peux le faire, non jamais. Donc ça fait ce qui arrive là, c'est-à-dire c'est l'individualisme, en fait c'est même pas le match qui est analysé, parce que le match est complètement surréaliste, ça peut arriver une fois tous les 100 ans, mais bon ça arrive encore au PSG, et je comprends les fans qui en ont marre, parce que les fans se saignent pour ce club à travers le monde, et en plus aujourd'hui, vous avez en Ligue des Champions notamment, les fans du PSG qui vont à l'extérieur ont acquis une véritable réputation. On parle souvent des fans anglais, etc. Moi je dis, regardez quand même les fans du PSG qui vont à l'extérieur, qui sont un exemple. Plus les actions caritatives du Cup, etc. Bref. Donc je comprends leur énervement. Maintenant, c'est un contexte global. C'est un contexte global de confort où on est tranquille, etc. Où personne ne commande. Où quand les joueurs gueulent, ils ont ce qu'ils veulent. Il y a quelques années, Thiago Silva, ça allait pas. Hop, allez, on lui met une maison. Voilà, enfin, les joueurs, je te dis, quelques heures avant, on regarde pour notre soirée, etc. Et là, dans leur communication, qu'est-ce qui se passe? C'est chacun de son côté. T'as l'impression, voilà, dès que c'est pas moi, c'est l'autre. Alors, c'est soit le FC déclaration, soit le FC ouin-ouin. J'ai l'impression, des fois, je suis dans un épisode de Oui Oui, il y a M. Potiron qui va sortir de on ne sait où, ou dans un nouvel épisode de Calimero, ce qui est même assez tragique, puisque je trouve que la plupart des fans du PSG sont un peu comme ceux de Millwall et des Rangers, c'est-à-dire de dire No one like us, we don't care, et même encore plus, Everybody hates us and we like it, donc en fait, tout le monde nous déteste, en plus on aime ça, tu vois, on s'en fout. Et la direction, c'est plus le FC Calimero, c'est non, c'est pas moi, c'est l'arbitre, c'est les médias, est-ce qu'ils ont compris où ils ont mis le pied? T'as pas d'anciens, au club, t'as des gens qui obtiennent des promotions, t'as des fans de Marseille qui obtiennent des promotions, qui bon, ok, tout va bien. J'ai rien contre les fans de Marseille au PSG, mais c'est le PSG, putain. C'est quoi aujourd'hui l'identité du PSG? De ce PSG-là? Alors le glamour, je comprends tout ça. C'est quoi la politique sportive du PSG? C'est quoi la politique? Quelqu'un est capable de me la dire? À part les petits intérêts. Vous savez ce qui a animé le PSG là ces derniers mois? Le départ de Bernet, donc formé au club, qui partira libre en fin de contrat. Bon, il voulait depuis un moment. Hein. Donc là, ils mettent tout sur son agent qui s'appelle Hakim, qui avait récupéré notamment Augustin et d'autres joueurs. Je veux dire, au club, ils savent tous qui est Hakim, qui est plus ou moins le Pinocchio des agents, en disant qu'il vient de l'école Johan Cruyff, etc. Et tout. On va dire, ça fait partie un peu du folklore, Hakim, qui est un ancien préparateur physique. D'ailleurs. Tout le monde savait, ils étaient bien contents. Mais vu qu'ils ont essayé de le niquer sur un autre joueur en lui plaçant un agent, etc. et tout, en essayant voilà, de plus ou moins voler son joueur, tu t'attends à quoi? Tu cherches à le baiser, mais le mec, il va pas te faire de cadeau non plus, surtout que le joueur, il voulait pas rester. Donc là, maintenant, la priorité de certains au club, c'est de niquer Hakim, lui niquer ses autres joueurs. Des mineurs, hein, évidemment. Voilà, pour lui mettre peut-être Rayola ou je sais pas qui. Bref, c'est une poudrière à tous les niveaux, formation, à tous les niveaux. Et il y en a qui s'en sortent très très bien. Je trouve notamment ça à côté de Nasser, hein, qui, je répète, ne commande pas. Mais voilà, donc pour moi la responsabilité c'est que c'est un système qui ne marche pas comme ça, faut arrêter, ça fait des années, t'as toujours pas de résultat, c'est pas de la faute du coach, faites péter des fusibles, là vous allez faire péter Antero, parce que je crois pas du tout les infos de téléfoot, hein, c'est pas parce que la famille de Mbappé vous file tout ce que vous voulez qu'il faut prendre des vessies pour des lanternes. D'ailleurs le père d'Mbappé ça fait des mois qu'il parle avec le Real, je dis pas qu'il veut partir, maintenant, parce qu'il sait que c'est compliqué, mais bon ça me fait marrer quand j'entends non, moi je suis à 100% au PSG, ouais bien sûr. Arrêtez de prendre les gens pour des cons, ça ira bien mieux, c'est ça le gros souci du Paris Saint-Germain. Allez, j'en ai assez dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.